Merci de cette invitation. Je me sens compagnon de route de Transparency International. J'ai été un des membres fondateurs de Transparency et je trouve que cette organisation fait un travail citoyen absolument remarquable, nécessaire et plus remarquable et plus nécessaire encore que lorsque l'institution a été créée. Car lorsque Transparency a été créée, nos démocraties n'étaient pas dans l'état de délabrement dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Je crois en effet qu'il y a un constat du désenchantement, de la fatigue démocratique que tout le monde peut faire. Mais il y a aussi quelque chose de plus inquiétant. Ce n'est pas simplement une question de fatigue des citoyens, de désenchantement des citoyens, c'est aussi une question de délitement des démocraties. Autour de nous, après la chute du mur de Berlin, il y avait le sentiment que maintenant l'horizon était positivement ouvert. Et nous voyons que dans certains des pays qui ont été les premiers à se féliciter d'être sortis du joug soviétique, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont été tentés par les sirènes du populisme et vont vers ce qu'on pourrait appeler des formes de démocratie autoritaire. Et sur le flanc est de l'Europe, il s'agit de la Russie ou de la Turquie, nous voyons effectivement des démocraties, encore démocraties parce que le suffrage universel règne encore, mais des démocraties en tout cas fortement illibérales à tous les points de vue. Donc, renouveler la démocratie, puisque c'est le mot d'ordre de cette soirée, me semble quelque chose de nécessaire. La renouveler, c'est bien sûr d'abord comprendre en profondeur d'où viennent ces dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, bien sûr, ils tiennent au fait que beaucoup de citoyens ont le sentiment que la classe politique est devenue coupée de la société, et ça correspond effectivement à quelque chose. Mais je crois qu'il y a des choses encore plus profondes. Il y a des causes plus profondes qui sont de trois ordres et que je résumerai sous un chapitre unique, sous un mot unique. Il y a aujourd'hui des rendements démocratiques décroissants de l'élection. L'élection, elle avait pour but de produire de la représentation. L'élection, elle avait pour but de légitimer des pouvoirs en les asseyant sur le grand nombre. L'élection, elle avait aussi pour but de créer une communauté citoyenne. Et de ces différents points de vue, nous voyons aujourd'hui qu'il y a des rendements démocratiques décroissants de l'élection. L'élection joue beaucoup moins son rôle de représentation aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pouvoir central est devenu le pouvoir exécutif. La représentation veut dire représenter la diversité. Et l'idée représentative a été essentiellement liée au fait que c'était des assemblées parlementaires qui étaient les premiers des pouvoirs. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de voir la montée en puissance de pouvoirs exécutifs, de pouvoirs présidentiels, disons un peu partout, eh bien, une seule personne ne peut jamais être représentative. La représentativité présuppose la diversité, puisque la représentativité peut faire signe à la multiplicité des conditions, des problèmes, des conditions de vie. Et lorsque une personne seule prétend être représentative, eh bien à ce moment-là, c'est qu'elle s'imagine être l'incarnation du peuple. Et la représentation à ce moment-là, c'est le premier pas du chemin qui mène vers le césarisme, qui mène vers les populismes et qui a même mené autrefois vers les totalitarismes. Je pense donc que nous devons être conscients du fait que la démocratie dont nous parlons aujourd'hui n'est plus le modèle démocratique traditionnel, parlementaire et législatif. C'est un modèle des démocraties présidentielles. Et donc le sentiment de représentation est moins fort car une personne seule déçoit toujours les espérances d'incarnation qui pouvaient être mises en elle. Il n'est plus possible de rêver à ce que Bonaparte appelait lui-même être un homme-peuple. Je suis un homme-peuple, disait-il. Et sur cette formule, il a bâti sa fortune politique. Mais cette fortune politique de l'homme-peuple, nous avons vu dans l'histoire à quel point elle menait aussi vers des formes de servitude et vers des formes de mensonges politiques. Car le peuple uni n'existe pas. Le peuple uni n'existe que sous des espèces de sa caricature. L'élection a aussi une fonction de légitimation de la volonté générale, par la volonté générale qui décline. La fonction de légitimation de l'élection est moins forte. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le taux d'abstention est plus fort, les majorités sont de plus en plus étroites, et donc celui qui est élu avec un capital de vote qui est relativement modeste par rapport à l'ensemble de la population.
La démocratie a toujours reposé sur une fiction. La fiction, c'est que la majorité pouvait représenter le plus grand nombre ou la volonté générale. Et ce caractère de fiction, nous voyons aujourd'hui qu'il est une fiction dans la réalité, et non pas simplement une fiction au sens juridique. Une fiction au sens juridique étant une simplification de la réalité qui a pour but de la rendre plus gouvernable. Et effectivement, on a besoin de cette fiction pour rendre plus gouvernable une société, parce que tout le monde s'accorde au moins sur le fait de dire que 51 est supérieur à 49. Mais cette fiction, elle est devenue aujourd'hui fragilisée. De la même façon, la démocratie se définit comme un pouvoir de contrôle. Et la grande institution historique du contrôle, c'était celle du Parlement. Le Parlement, il a d'abord été non seulement le grand contrôleur, c'est l'histoire du parlementarisme anglais notamment, mais le Parlement, il a aussi été le grand censeur. Pensez que le pays dans lequel est né le parlementarisme, la Grande-Bretagne, le Parlement avait d'abord pour nom d'être une High Court of Justice, puisque la grande première fonction du Parlement britannique, c'était de pouvoir prononcer des impeachments. Et après, c'était de contrôler, d'évaluer l'action du pouvoir exécutif. Et aujourd'hui, cette fonction parlementaire du contrôle, pourquoi joue-t-elle beaucoup moins? Parce que, autrefois, dire Parlement signifiait, en tout cas dans la tête des Stuart Mill, dans la tête des Bentham, ceux qui pensaient le parlementarisme moderne, que c'était une assemblée de personnalités indépendantes, qui réfléchissaient, dont les avis pouvaient changer dans la confrontation avec leurs collègues. Alors qu'aujourd'hui, les parlements sont le reflet de la structure partisane de la société. Et donc, les parlements ne sont plus là pour exercer librement, chaque individu se sentant libre lui-même, ses différentes fonctions de contrôle, d'évaluation. Mais les parlements sont d'abord là pour soit soutenir les gouvernements, soit les critiquer. Et donc, cette fonction de contrôle, elle est en déshérence aussi. Donc, l'évolution de nos démocraties ont fait que le caractère démocratique des élections est devenu plus faible. C'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, pour revivifier la démocratie, nous devons certes essayer de ranimer la flamme des institutions électorales elles-mêmes. Et il y a dans les quelques mesures que propose Transparency un certain nombre de mesures qui me semblent essentielles et de bon sens sur ce qui concerne la durée des mandats ou ce qui concerne aussi le terme de ces mandats. Et je crois qu'il y a encore tout un travail à faire dans cette direction. Mais un travail essentiel pour nous qui voulons renouveler la démocratie, selon le thème de ce petit colloque de ce soir, le thème essentiel va être d'essayer de définir les figures aussi d'une démocratie post-électorale. Il faut rendre la démocratie plus complexe. La grande idée de Tocqueville, c'était de dire la démocratie va tout simplifier. Il suffit du vote pour qu'elle s'accomplisse. Il suffit que le nombre soit présent arithmétiquement en majorité pour que règne la démocratie. Nous voyons aujourd'hui au contraire que pour faire vivre la démocratie, il va falloir la compliquer. Il va falloir la complexifier. Dans quel sens? Je vais en donner quelques exemples très rapidement avant d'en venir à ce qui fait le cœur, je dirais, de la mission de Transparency. D'abord, certainement, compliquer la représentation, puisque la représentation telle qu'elle résulte du processus électoral n'est que partiellement remplie et même très affaiblie aujourd'hui. Pensons en termes sociaux, par exemple, même s'il y a eu des efforts comme ceux de la parité, qui ont produit un certain nombre d'effets. Pensons aujourd'hui qu'il n'y a plus, à l'intérieur même du Parti communiste, qu'un seul député de lointaine origine ouvrière. Donc la représentation des conditions sociales, elle est de moins en moins présente. Donc il faut trouver d'autres formes de représentation dans le monde politique. Et que veut dire représenter? Représenter veut dire rendre présent sur la place publique les problèmes que vivent les citoyens. C'est-à-dire donner un langage à ce que vivent les gens. Voilà la définition de la représentation. Et autant la représentation parlementaire, elle est liée au mécanisme juridique qui organise sa constitution, mais autant cette représentation qui consiste à dire rendre présent les réalités vécues dans la société, eh bien, elle doit passer aussi par d'autres moyens. Au XIXe siècle d'ailleurs, avant même le suffrage universel, le mouvement ouvrier avait trouvé ses formes de représentation, on pourrait dire, pré-électorales cette fois-ci. C'est-à-dire, il développait les enquêtes,
Il multipliait les prises de parole. Il faisait connaître ce que vivaient les uns et les autres. Il y avait même un moment toute une génération de poètes ouvriers qui étaient capables de résumer dans quelques mots simples mais forts ce que vivait une population. Et Eugène Sue, préfaçant le recueil de l'un d'entre eux, au moment où justement on se battait aussi pour la réforme électorale, a vu cette phrase extraordinaire: les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique, mais ils ont déjà la représentation poétique. Eh bien, je crois aujourd'hui qu'il faut aussi démultiplier ce sens de la représentation et trouver des manières de raconter la société et pas simplement de penser que la délégation peut remplir cet objectif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette initiative de raconter la vie avec ce programme du Parlement des Invisibles. Il faut aussi compliquer la démocratie, au-delà de la représentation, en démultipliant les institutions d'expression de l'intérêt général. L'intérêt général, il ne peut pas simplement être la résultante du peuple arithmétique sorti des urnes. La volonté générale, elle a aussi d'autres expressions, et notamment deux autres expressions très importantes. Si le pouvoir sorti des urnes est incontournable par la force mathématique et arithmétique qu'a son jugement, il faut trouver des moyens différents d'exprimer la volonté générale. Et lesquels? Il y en a notamment un, c'est développer des institutions d'impartialité. Car le pouvoir de tous veut dire aussi le pouvoir d'institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Les institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main sont aussi des institutions au service de tous. Et c'est la grande révolution qui a représenté tout un ensemble d'autorités indépendantes, de régulation et de surveillance, même si elles n'ont pas encore trouvé véritablement les formes démocratiques qu'elles devraient avoir dans leur mode de fonctionnement ou dans leur mode de composition. C'est aussi ce que représentent des assemblées, des conseils dans certains pays, dit-on, et d'autre part, on a d'autres dénominations qui gèrent l'ordre constitutionnel, la justice constitutionnelle, disons au sens large du terme. Et à ce moment-là, ce qu'elles font vivre, elles sont représentatives aussi. Un conseil constitutionnel est une institution représentative. Et que représente-t-il? Il représente les principes sur lesquels est fondée l'existence collective. Donc ce sont des représentants des principes. Et ça veut dire représenter les principes, qu'on représente quelque chose qui est au service de n'importe qui. Donc, alors que le pouvoir de tous, il est une certaine fiction qu'on n'atteint véritablement pas, même s'il a sa dimension arithmétique, eh bien la démocratie, c'est aussi le pouvoir de personne, avec le principe d'impartialité, et c'est aussi le pouvoir de n'importe qui, avec le fait de défendre ceux qui ont droit à avoir des droits sauvegardés et préservés. Et puis il y a une troisième façon de compliquer la démocratie, et c'est là que Transparency est dans son grand domaine. C'est d'aller plus loin qu'une définition de la démocratie comme principe de sélection des dirigeants et des responsables. Et considérer que la démocratie doit aussi s'appréhender non pas seulement comme une procédure, mais aussi comme une qualité de fonctionnement des institutions et des personnes. Et aujourd'hui, cette question, elle est absolument essentielle. Pourquoi? Car ce qui définit les partis populistes, où qu'ils soient dans le monde aujourd'hui, c'est une volonté farouche de maintenir une vision simplificatrice de la démocratie. Vision simplificatrice de la définition du peuple, vision simplificatrice de l'expression de la volonté générale, vision simplificatrice de la légitimité. Et avec un recours tout à fait typique d'une sorte de sacralisation du référendum comme une soi-disant possibilité d'exprimer de façon définitive et soudaine la volonté générale. Je crois sur ce point, je ne le développerai pas ce soir, mais nous avons vraiment besoin de ce qu'on pourrait appeler une critique démocratique de l'idée de référendum. Elle est absolument essentielle aujourd'hui. Comment donc, à côté de cette démocratie de nomination, que j'appelle une démocratie d'autorisation, celle qui donne un permis de gouverner, et celle qui donne un permis de gouverner dans des conditions bien particulières, car aujourd'hui, aucun permis n'est assorti de conditions d'exercice. Le permis de conduire est lié au fait que l'on soit capable d'observer un code de la route.
Et il y a même des retraits de points qui peuvent avoir lieu si on ne suit pas ce code de la route. Et donc, à côté de l'institutionnalisation du permis de gouverner, il faut trouver les voies de cette démocratie d'exercice, de ces voies dans lesquelles on veillera à la qualité démocratique des institutions. Comment? Eh bien, me semble-t-il, à travers trois grands principes. D'abord, un premier principe, c'est que la démocratie n'est pas simplement la voix du peuple, elle est aussi l'œil du peuple. C'était, pendant la Révolution française, un des grands symboles. Là, le peuple s'exprime non pas simplement par sa voix, sa prise de parole, ses manifestations, son bulletin de vote, mais aussi il est l'œil de la surveillance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande idée de Bentham d'ailleurs, nous devons restaurer cette idée de l'œil du peuple dans la société, œil du peuple direct parfois de l'opinion, mais aussi de ceux qui sont les organisateurs de ce regard du peuple sur la société. Il faut aussi disséminer les fonctions parlementaires de contrôle, de surveillance et d'évaluation, puisque le Parlement, qui devrait être le lieu de ces fonctions, eh bien, il est souvent contraint, resserré par sa structure partisane et son rapport au gouvernement. Et de ce point de vue-là, eh bien, là aussi, il faut des institutions citoyennes, et pas simplement des institutions publiques, des institutions citoyennes qui remplissent ces différentes fonctions. Il me semble que c'est dans ce cadre-là que la mission de Transparency prend sens. Il faut enfin, c'est très important, développer une démocratie de confiance. La confiance, c'est ce qui institue la temporalité démocratique. La définition sociologique de la confiance, c'est de dire être capable de faire une hypothèse sur le comportement futur de quelqu'un. Et faire une hypothèse sur le comportement futur de quelqu'un, c'est prévenir les soupçons, c'est prévenir, donner des informations qui permettent justement de se projeter avec une personne. Et sur ce point, le travail, là aussi, de Transparency, me semble absolument décisif. Et d'autant plus décisif qu'aujourd'hui, le soupçon croissant, lorsqu'il n'est pas réduit par un certain nombre d'actions, justement, de surveillance, de contrôle, d'information sur les revenus ou les intérêts, eh bien, nourrit le conspirationnisme. Je crois donc que cette fonction générale qui est attribuée à Transparency, elle n'a pas simplement un but technique immédiat d'apporter davantage justement de transparence dans les patrimoines, dans les intérêts, mais elle est au cœur, me semble-t-il, de ce renouvellement de la démocratie dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Raymond Vallon.